Bonjour. L'Insignia de première génération était connue comme une grande voiture à l'extérieur, mais exiguë à l'intérieur. Cependant, elle est belle et heureusement durable en termes de carrosserie, car Opel ne s'est pas permis de revenir au temps peu glorieux des Vectra EB ou de l'Astra F. La voiture est donc bien protégée contre la rouille. Dans les voitures sans accident, seuls les bords intérieurs des portes, près des charnières, peuvent poser problème. Des longerons et des appuis. Dans les voitures bien entretenues, ils doivent être en très bon état. Il est probablement important que, en général, l'Insignia ait une couche de peinture assez correcte, bien qu'il y ait des problèmes occasionnels avec la qualité de la peinture, principalement sur les pare-chocs. Un problème fréquemment récurrent est que le contacteur de verrouillage du couvercle du coffre ne fonctionne pas, ce qui entraîne l'impossibilité d'ouvrir le couvercle du coffre. Cependant, les personnes intéressées par l'achat d'une voiture équipée d'un éclairage adaptatif au xénon AFL, Adaptive Forward Lighting, doivent être prudentes. Il peut tomber en panne non seulement sur les voitures accidentées, mais dans certains cas également sur les Insignia, en parfait état. Cela pourrait encore être supportable, mais les coûts des phares d'origine sont malheureusement prohibitifs. En ce qui concerne l'éclairage, il existe également des cas connus d'électronique qui contrôlent l'allumage et l'extinction automatique de lumière détraquée. Cela a pour conséquence que l'éclairage s'allume automatiquement, par exemple au milieu de la nuit, et que la batterie se décharge. Cependant, cela semble être un problème relativement rare. C'est juste que des astuces similaires se produisent également avec les fenêtres à commande électrique. La voiture est garée sous un nuage et il vient de se mettre à pleuvoir en pleine nuit? Ce serait stupide d'ouvrir brusquement toutes les fenêtres. En plus des problèmes ci-dessus, des faisceaux de câbles de climatisation pourris ont également été signalés dans les voitures pré-lifting. Un faisceau endommagé peut brûler le panneau de commande et endommager le compresseur de climatisation. Alors que la plupart des utilisateurs considèrent la suspension de l'Insignia comme durable, et que même les modèles équipés d'amortisseurs variables FlexRide roulent généralement sans panne, les freins causent souvent des problèmes. Plusieurs tailles de freins étaient disponibles sur l'Insignia. Selon les informations fournies par ASO, il existe jusqu'à 4 options à l'avant. Les disques peuvent avoir un diamètre de 296, 321, 337 ou 355 mm. Les deux dernières options sont réservées aux versions 2.8 V6 Turbo et OPC, 2 à l'arrière, disque plein 292 mm ou ventilé 315 mm. Des freins plus gros étaient généralement installés sur les versions plus puissantes, à partir de 160 chevaux, tandis qu'un système de freinage moins efficace était réservé aux voitures de moindre puissance. Elles ne supportent pas tout à fait le poids à vide élevé de l'Insignia, qui dépasse souvent 1600 kg. Il en résulte une usure rapide des plaquettes de frein et une oscillation des disques. Ceci bien sûr entraîne des tremblements du volant, mais il s'avère que les freins ne sont pas les seuls à pouvoir être à l'origine de ce phénomène, même si l'utilisation de substituts de marque au lieu de pièces d'origine, selon de nombreuses personnes, aide considérablement. Il arrive que les arbres de transmission soient responsables des oscillations et, dans certaines voitures, ils sont tout simplement mal équilibrés. Les arbres de roue n'ont pas besoin d'être remplacés, mais ils doivent parfois être rééquilibrés. Parfois, vous pouvez entendre parler de bagues de triangle de suspension avant défectueuses. Le dernier problème récurrent dans cette catégorie sont les jantes et les pneus, qui sont souvent endommagés, parfois à tel point qu'il faut en acheter des neufs ou un jeu de pneus d'occasion en meilleur état. Il est intéressant de noter que cela s'applique non seulement aux voitures équipées des plus grandes jantes de 20 pouces, mais également aux voitures équipées de roues de 17 ou 18 pouces. Il est difficile de le traiter comme un défaut au sens littéral du terme, mais cela ne fait certainement pas de mal de jeter un œil aux roues lors de l'achat d'une voiture. Un Insignia avec 20 pouces et un pneu chauve nécessite une contribution financière considérable pour démarrer. L'Opel Insignia A était proposé avec un certain nombre d'unités de transmission, des simples moteurs atmosphériques 1.6 et 1.8 aux moteurs diesel plus complexes, 2.8 V6 Turbo ou 2.0 CDTI, également dans la version biturbo. Comparée à ses concurrentes, l'Insignia n'a pas trop à rougir, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de problème. Dans le cas des moteurs à essence, la question est assez simple. La plupart d'entre eux méritent d'être recommandés, même si, lors du choix du moteur adapté à nos besoins, nous devons tenir compte du poids à vide considérable de la voiture. Il convient également de prendre en compte que le moteur atmosphérique 1.8 utilisé dans ce modèle n'a pas de soupape hydraulique, de sorte que l'installation du système de gaz peut être quelque peu controversée. Le moteur 1.4 turbo de 140 chevaux est bien plus compatible avec le GPL, et il est difficile de le critiquer, hormis ses performances encore trop médiocres. Il était livré avec une installation gaz d'usine. Les moteurs 1.6 turbo ne sont pas non plus très fiables. Dans la pratique, la plupart des problèmes rencontrés par les conducteurs d'essence sont causés par les moteurs 2.8 V6 gourmands en carburant et leur entraînement par chaîne de distribution peu durable. Il existe également de nombreuses opinions selon lesquelles en termes de durabilité et de prix des pièces, le timing du moteur 2.0 turbo n'est pas bien meilleur. Il y a des problèmes, notamment avec Tender.
Cependant, l'Insignia est principalement diesel, principalement 2.0 CDTI, dans différentes versions de puissance. Le principal problème de ces unités réside dans les joints de la pompe à huile, qui deviennent cassants avec le temps. En conséquence, cela entraîne une diminution de la pression d'huile et, à terme, des dommages au roulement et un grippage du moteur. Pour cette raison, il est recommandé de considérer ce joint comme un élément strictement consommable et de le remplacer, par exemple tous les 50 000 km. Mais attention, évitez les substituts chinois, car ils sont de très mauvaise qualité. Des joints appropriés sont également produits, entre autres, en Pologne, et ceux-ci sont bien meilleurs. Un fait intéressant est que dans le 2.0 CDTI biturbo, les joints mentionnés semblent poser moins de problèmes. Certains utilisateurs soupçonnent que cela peut être lié à un acheminement différent des éléments du système d'échappement, loin de la conduite d'huile, grâce auquel le système fonctionnerait dans des conditions plus favorables. Cependant, cette information n'est pas confirmée. Comme dans les moteurs 2.8 V6 et 2.0 T mentionnés, vous devez également prêter une attention particulière au système de synchronisation dans le 2.0 CDTI. Selon les voitures, le constructeur préconisait de le remplacer tous les 150 000 km ou 10 ans, tous les 150 000 km ou 6 ans, ou enfin, tous les 120 000 km ou 6 ans. Il existe de nombreux cas de rupture de courroie de distribution autour de ces kilométrages, donc en pratique il peut être judicieux de raccourcir l'intervalle recommandé, quel qu'il soit. Il ne faut pas oublier qu'en plus de la courroie et de la pompe à eau, la poulie inférieure doit également être remplacée car sa cale s'abîme avec le temps. La pompe Common Rail est également parfois sujette à des pannes. Il arrive que cela provoque une fuite de carburant dans le compartiment moteur, généralement sur l'alternateur, qui, bien entendu, cesse alors de fonctionner. Malheureusement, il existe des cas connus d'incendies provoqués par cela. Des fuites se produisent parfois également dans le tuyau du refroidisseur intermédiaire et dans le système de direction assistée, ce dernier également dans les moteurs à essence. Étonnamment, nous entendons rarement parler de panne d'injecteur, bien que des cas similaires se produisent bien sûr. Plusieurs transmissions différentes ont été utilisées dans l'Opel Insignia. Les propriétaires et les utilisateurs de ces voitures perdent le sommeil à cause de la légendaire transmission manuelle M32. Il a été utilisé, entre autres, dans les moteurs 1.4 TOM, 1.6, 1.6 T et 1.6 CD Turbo, ainsi que dans les moteurs diesel 2.0 CDTI plus faibles. La transmission est à juste titre considérée comme extrêmement mauvaise. Le spectre des pannes possibles est assez large. Les roulements, les synchroniseurs ou le sélecteur peuvent tomber en panne. Les engrenages fabriqués entre 2010 et 2012 sont considérés comme les moins durables. Pendant cette période, le fabricant, Getrag, a utilisé des roulements Fege et NGBC moins durables au lieu des produits Timken précédents. Les symptômes de panne les plus courants sont le bruit, les problèmes de changement de vitesse ou le mouvement automatique du levier de vitesse lorsque vous appuyez et relâchez la pédale d'embrayage. La transmission automatique à 6 vitesses, dont Aisin était responsable, n'a pas non plus beaucoup de fans. Cette transmission était particulièrement visible pour les propriétaires de voitures pré-lifting. Il existe des informations selon lesquelles ces éléments clés étaient fabriqués en Chine à cette époque. Après que leur production ait été transférée au Japon, la fiabilité s'est améliorée. Cependant, le fonctionnement de la boîte de vitesse elle-même ne s'est pas amélioré. De l'avis de nombreux utilisateurs, son seul avantage est qu'elle change de vitesse toute seule. Cependant, il le fait lentement, souvent inutilement, et le mode sport n'a pratiquement aucun impact majeur sur lui. La transmission 4x4 disponible en option dans l'Insignia n'est pas particulièrement réussie. Il s'agit d'un système basé sur Haldex, une solution réputée relativement sans panne. Cependant, Opel a réussi à faire échouer comme par magie la transmission sur les deux essieux. Les pompes Haldex et les différentiels tombent en panne. Comparé aux voitures équipées de moteurs 1.9 CDTI, de cire 1.9 JTD, 1.9 JTDM, le volant bimasse semble avoir une durée de vie plus courte. Néanmoins, avec une exploitation rationnelle, les résultats seront d'environ 200 000 zloty polonais. Les kilomètres sont tout à fait probables, donc ce n'est pas si grave. La plupart des défauts répertoriés ci-dessus surviennent occasionnellement. Il y a un grand groupe de personnes qui aiment l'Insignia et disent que même si elle n'est pas meilleure que la concurrence, elle n'est pas pire non plus. La plupart des conducteurs de cette Opel s'accordent sur une chose. Insignia ne tolère pas un manque de service. Ignorer les recommandations du service et le manque de connaissances sur le bon fonctionnement, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Seulement au lieu d'une balle, nous mettons 5 balles dans le cylindre du revolver. Cependant, la règle générale est la même que partout. Si vous êtes intéressé par l'Opel Insignia, achetez quelque chose au niveau de prix le plus élevé possible, et auprès d'une source fiable. L'achat d'une voiture bon marché ou d'une voiture avec un carnet d'entretien qui a été mangé par un chien sera très probablement rentable rapidement.
peut-être plus rapidement que vous ne pouvez lire sur les pannes potentielles et faire le plein d'un joint de pompe à huile. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.